Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. Bonne écoute à toutes et à tous. Je m'appelle Louise. À 33 ans, je ne m'attendais pas à être assise dans le salon de mes parents, ayant l'impression d'être dans une négociation commerciale plutôt que lors d'une réunion de famille. En tant que conseillère financière, je pensais tout comprendre de l'argent et des relations. C'était avant le décès de ma grand-mère le mois dernier, me laissant un héritage qui a soudainement rendu tout le monde étrange. Quand j'ai reçu ce SMS de mon père demandant une réunion de famille formelle, j'ai eu l'estomac noué. En entrant dans leur maison ce soir-là, la tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Puis mes parents ont laissé tomber la bombe, sans ménagement, à propos de l'argent de mon héritage. Avant de continuer mon histoire, faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et préparez-vous pour une aventure folle sur la famille, l'argent et les efforts que j'ai dû déployer pour protéger ce qui me revenait de droit. Ma grand-mère, Marthe, était plus qu'une simple parente pour moi. Elle était ma mentor, ma confidente et, honnêtement, la personne qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. D'aussi loin que je me souvienne, nos déjeuners du dimanche étaient sacrés. Tandis que d'autres enfants de mon âge regardaient des dessins animés, j'étais assise en face de grand-mère Marthe, dans sa brasserie préférée, écoutant ses histoires sur sa jeunesse pendant les périodes difficiles et sur la sagesse financière qu'elle avait acquise en cours de route. Marthe avait une manière d'expliquer l'argent qui avait du sens même pour une enfant de 7 ans. Elle divisait sa quiche Lorraine en sections, me disant « Cette part est pour vivre, celle-ci pour épargner, celle-là pour donner, et ce tout petit morceau, c'est pour profiter d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'on construit la richesse, Louise. Non pas en ayant tout ce que tu veux maintenant, mais en planifiant pour demain. Ces leçons m'ont marquée. À 12 ans, j'avais mon propre système de budgétisation. À 16 ans, j'ai ouvert mon premier compte d'investissement avec l'argent économisé en faisant du babysitting. Marthe examinait mes relevés avec fierté, ne me disant jamais quoi faire, mais me posant des questions qui me guidaient à prendre mes propres décisions. Mon frère Marc, 3 ans plus jeune que moi, avait une relation complètement différente avec l'argent. Pendant que j'épargnais, il dépensait. Pendant que je planifiais, il vivait l'instant présent. Cette différence marquée est devenue la caractéristique déterminante de notre relation fraternelle. Nos parents réagissaient à cette différence de manière troublante. Quand Marc flambait son argent de poche en bande dessinée et en bonbons avant la moitié de la semaine, il lui glissait un supplément. Quand il oubliait d'économiser pour un voyage scolaire, il couvrait de la dépense. Ce n'étaient pas des événements isolés, c'étaient des schémas. Je me souviens qu'à 17 ans, j'avais économisé pendant 6 mois pour acheter un ordinateur portable pour mes études supérieures. Le jour où j'allais l'acheter, Marc a écrasé son vélo contre les nains de jardin de Madame Dubois en tentant une cascade. Plutôt que de le faire travailler pour payer les dégâts, mes parents ont pris l'argent de mon fonds pour l'ordinateur, promettant de me rembourser. Ils ne l'ont jamais fait. J'ai travaillé 1 mois supplémentaire à la bibliothèque municipale pour compenser la différence. Cette dynamique s'est poursuivie à l'âge adulte. J'ai déménagé pour fréquenter l'université avec une bourse partielle, travaillant à temps partiel pour couvrir le reste. Pendant ce temps, Marc est allé dans une université privée coûteuse, a échoué à la plupart de ses cours et a été renfloué par nos parents chaque semestre. J'ai construit ma carrière de conseillère financière étape par étape. Marc, quant à lui, enchaînait les petits boulots, toujours avec une excuse sur des milieux de travail toxiques ou des patrons qui ne comprenaient pas son potentiel. Malgré tout cela, j'ai maintenu une relation avec ma famille. Ce n'était pas parfait, mais c'était ce que j'avais. Je faisais 2 heures de route pour leur rendre visite tous les 2 mois, écouter mes parents se vanter de la dernière entreprise de Marc, même si je savais qu'elle échouerait probablement, et je me mordais la langue quand il me demandait si je pouvais l'aider de nouveau avec son CV. Grand-mère Marthe était mon sanctuaire dans cette dynamique familiale. Elle voyait clair dans les schémas et m'encourageait à fixer des limites tout en restant compatissante. Elle me disait toujours « La famille est importante, Louise, mais pas au détriment de ton propre bien-être. » Lorsque Marthe a été diagnostiquée d'un cancer de stade 4 l'année dernière, j'ai été dévastée. Les 6 mois qui ont suivi furent un tourbillon de visites à l'hôpital, d'appels téléphoniques tardifs et d'efforts pour la mettre à l'aise. J'ai pris congé pour être avec elle durant ces dernières semaines, tandis que Marc ne lui a rendu visite que 2 fois. Les 2 fois, il lui a demandé de l'argent pour une nouvelle idée de crêperie ambulante qu'il avait eue. Après son décès, le deuil m'a frappé par vagues.
Un moment, j'allais bien. L'instant d'après, je me retrouvais à sangloter dans l'allée des céréales du supermarché parce que je voyais sa marque de bouillie d'avoine préférée. Marthe m'avait dit qu'elle me laissait quelque chose dans son testament, mais nous n'avions jamais discuté des détails. L'argent n'a jamais été le fondement de notre relation, donc je n'ai pas demandé de précision. À ce stade de ma vie, j'avais construit une carrière solide en tant que conseillère financière. J'avais mon propre appartement en ville, un compte retraite sain et suffisamment de revenus disponibles pour voyager quand je le voulais. Je n'étais pas riche, mais j'étais financièrement stable d'une manière qui me rendait fière, surtout avant 40 ans. Puis est arrivé le SMS de mon père 3 semaines après les obsèques de Marthe. Nous devons avoir une réunion de famille ce vendredi. Merci d'être à la maison avant 18 heures. Question financière importante à discuter. La formalité était étrange. Notre famille ne faisait pas de réunion. Nous faisions des rassemblements chaotiques pour les fêtes et des dîners d'anniversaire occasionnels, mais jamais de réunion. Quelque chose n'allait pas. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents en banlieue ce vendredi soir-là m'a donné amplement le temps de réfléchir. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur l'autoroute, tandis que je rejouais le message de mon père dans ma tête. Questions financières importantes. Pouvaient signifier n'importe quoi. Mais combiné au ton formel et au moment choisi après la mort de grand-mère, mon instinct me disait que c'était à propos de l'héritage. J'ai garé ma voiture dans l'allée familière, notant que Marc était déjà arrivé. Sa nouvelle voiture de sport argentée semblait étrangement déplacée à côté de ma berline pratique. Pour quelqu'un censé être en difficulté financière, il réussissait toujours à avoir de belles choses. J'ai pris une profonde respiration, attrapé la bouteille de vin que j'avais apportée et me suis dirigée vers la porte d'entrée. Maman a répondu à la première frappe, son sourire un peu trop éclatant, son étreinte un peu trop serrée. « Chérie, tu es là? Entre! Entre! Ton père et Marc sont au salon. » La maison sentait la quiche lorraine de maman, mon plat préféré, ce qui m'a immédiatement paru suspect. Elle ne cuisinait ça que lorsqu'elle voulait quelque chose ou essayait d'amortir un coup dur. Papa s'est levé pour me saluer avec une poignée de main maladroite au lieu de son habituel câlin d'ours. « Bonsoir, Louise. Content que tu aies pu venir avec si peu de préavis. » Quelque chose dans son ton d'homme d'affaires m'a donné des frissons. Ce n'était pas mon père, le professeur d'histoire du lycée qui collectionnait les vieux disques. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait un programme. Marc était affalé sur le canapé, levant à peine les yeux de son téléphone. « Salut, sœurette !» marmonna-t-il, sa manche remontant pour révéler une montre que je reconnus comme une marque de luxe valant au moins 5 000 €. J'ai rapidement calculé combien de mois de loyer cela pourrait couvrir pour quelqu'un qui était censé crouler sous les dettes. Nous avons eu une conversation forcée et maladroite, tandis que maman s'affairait à apporter des amuse-gueules bien plus sophistiqués que nos habituels rassemblements familiaux. J'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement pendant qu'elle arrangeait du fromage et des crackers sur un plateau jamais vu auparavant. Elle n'arrêtait pas de regarder papa comme si elle cherchait à se rassurer. Alors que je l'aidais à apporter les boissons au salon, j'ai aperçu une pile de papier sur la table à manger. Les mots « dernière volonté et acte de succession » étaient visibles sur la feuille du dessus avant que maman ne les couvre à la hâte d'un chemin de table. « Quels sont ces documents, maman ?» ai-je demandé nonchalamment. Son rire était trop aigu et trop rapide. « Oh, rien d'important pour l'instant. Profitons simplement d'un moment en famille avant le dîner, d'accord? » L'évasion a déclenché un autre signal d'alarme. À ce moment-là, les souvenirs de scénarios similaires de mon enfance m'ont submergée. La fois où Marc a abîmé la voiture familiale et où je n'ai pas été autorisée à l'utiliser pour mon entretien d'embauche. Le Noël où mon cadeau était un pull, tandis que Marc recevait un ordinateur portable pour l'école. La façon dont ils avaient réorganisé leur maison pour financer la première entreprise ratée de Marc, mais n'avaient pas pu contribuer à mon fonds universitaire. Nous nous sommes installés dans le salon, un tableau inconfortable de normalité forcée. Maman était perchée au bord de sa chaise. Papa regardait sans cesse sa montre, et Marc faisait défiler son téléphone, souriant occasionnellement à quelque chose sur l'écran. La tension était palpable. Après ce qui a semblé une éternité à discuter de la météo et des potins du quartier, papa s'est éclairci la gorge et s'est redressé. « Eh bien, je pense que nous avons assez attendu. Passons au but de cette réunion.
Les mots sont restés suspendus dans l'air comme une guillotine sur le point de tomber. Maman a serré sa serviette si fort que ses jointures sont devenues blanches. Marc a finalement posé son téléphone, soudain intéressé par la conversation. En tant que conseillère financière, j'ai été assise en face de clients ayant des conversations difficiles sur l'argent des centaines de fois. J'aurais reconnu les signes n'importe où. Les gestes nerveux, les phrases d'ouverture répétées, la disposition stratégique des sièges. Mes parents m'avaient placé sur le siège éjectable, face à eux trois. Ce n'était pas une discussion de famille. C'était une embuscade. Papa a joint ses mains sur son genou, adoptant ce que j'ai reconnu comme sa posture de proviseur lors des réunions parents-professeurs. « Louise, tu sais que la famille est la chose la plus importante au monde pour ta mère et moi. Nous croyons au soutien mutuel dans les bons comme dans les mauvais moments. » La qualité répétée de ces mots m'a donné la chair de poule. J'ai hoché la tête lentement, me préparant déjà à ce qui allait suivre. Maman s'est interposée, les yeux déjà brillants de larmes qu'elle n'avait pas encore eu le droit de verser. « Ton frère traverse une période très difficile ces derniers temps. Maman ne s'éteint pas. L'économie est tellement difficile pour les jeunes entrepreneurs. » J'ai réprimé l'envie de lui rappeler qu'à 30 ans, Marc n'était guère une jeunesse victimisée par les forces économiques et que je travaillais dans la finance et comprenais très bien l'économie. Au lieu de cela, j'ai simplement demandé « Que se passe-t-il » Marc a poussé un soupir dramatique. Son expression était un remords fin avec juste un soupçon de droit transparaissant. J'ai fait des investissements qui n'ont pas fonctionné et j'ai des créanciers qui me respirent sur la nuque. Rien que je ne puisse gérer finalement, mais c'est assez intense en ce moment. Papa est allé droit au but plus directement que prévu. Nous discutions de l'héritage que grand-mère Marthe t'a laissé. La façon dont il a dit « t'a laissé » contenait une note de ressentiment, comme si l'amour de ma grand-mère pour moi, suffisant pour me laisser quelque chose, était en quelque sorte un acte de trahison familiale. Compte tenu de la situation de Marc et du fait que tu réussis si bien financièrement, a continué papa, nous avons décidé que la ligne de conduite la plus sensée serait d'utiliser ton héritage pour éponger les dettes de Marc. La manière désinvolte dont il a lâché cette bombe, comme s'il me disait simplement qu'il changeait le menu du dîner, m'a laissé momentanément sans voix. J'ai maintenu mon extérieur composé, une compétence affinée par des années de réunions avec des clients lors de baisse du marché. Mais à l'intérieur, un volcan d'émotions a éclaté. Ils ne demandaient pas. Ils avaient décidé de mon héritage sans moi. Maman a dû prendre mon silence pour de la considération car elle a rapidement ajouté « Tu as toujours été la plus responsable, chérie. Tu as ton merveilleux travail et ton appartement. Tu n'as pas vraiment besoin de cet argent comme en a besoin Marc. » L'implication que ma stabilité financière, le résultat d'années de travail acharné et de planification minutieuse, justifiait en quelque sorte de prendre ce qui m'appartenait de droit, m'a fait bouillir le sang. Mais j'ai gardé un visage neutre, décidant à cet instant que recueillir des informations était plus important que exprimer de l'indignation. « De quel montant parlons-nous » ai-je demandé, ma voix ferme. « Marc a des dettes d'environ 250 000 €, a dit papa. J'ai failli m'étouffer. C'était beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Et connaissant ma grand-mère, probablement la majeure partie, sinon la totalité, de ce qu'elle m'avait laissé. « Nous avons déjà parlé au notaire de Marthe, » a ajouté maman. Et sa voix avait ce ton légèrement coupable que je reconnaissais de l'enfance quand elle lisait mon journal ou fouillait dans mes tiroirs. Il a dit qu'il pourrait y avoir des formalités administratives, mais comme nous sommes la famille, ce devrait être simple de rediriger les fonds. La réalisation qu'ils étaient allés derrière mon dos pour contacter le notaire de grand-mère avant même de me parler m'a fait l'effet d'un coup physique. Mais leur déclaration contenait une erreur critique qui m'indiquait qu'ils n'avaient pas le tableau complet, et j'ai décidé de les laisser continuer à creuser leur propre trou. « Peux-tu me donner plus de détails sur ces dettes » ai-je demandé directement à Marc. Il s'est agité inconfortablement, ne s'attendant clairement pas à être interrogé. Des prêts commerciaux, surtout, et quelques trucs de carte de crédit. Papa est intervenu un peu trop rapidement. La dernière entreprise de restauration de Marc a eu quelques défis inattendus. L'emplacement n'était pas idéal et il y a eu des problèmes avec l'entrepreneur. Mais j'ai entendu dire par notre cousin Pierre qu'elle marchait bien avant de fermer. Ai-je dit innocemment. J'ai même pensé à y investir moi-même à un moment donné. Maman et papa ont échangé des regards, tandis que Marc s'est soudainement montré très intéressé par son verre d'eau. Eh bien, il y a eu des complications, a dit maman vaguement. J'ai insisté davantage.
Quel genre de complications nécessite 250 000 € pour être résolu? Marc a soudainement craqué. Pourquoi est-ce important? L'entreprise a fait faillite. J'ai des dettes et tu es assise sur un tas d'argent que tu n'as même pas gagné. Le moins que tu puisses faire est d'aider la famille. Le masque était tombé, révélant le véritable droit derrière. Les yeux de maman se sont écarquillés d'horreur face à son explosion, tandis que papa essayait d'arranger les choses. Ça, ce que ton frère veut dire, c'est que c'est une opportunité pour toi d'aider quelqu'un que tu aimes dans un moment difficile, a dit papa, son ton condescendant comme s'il expliquait quelque chose à un enfant. C'est ce que fait la famille. J'ai hoché la tête lentement, puis j'ai posé une question dont je soupçonnais déjà la réponse. Puis-je voir un relevé de ces dettes? Si j'envisage d'aider, j'aimerais savoir exactement ce qui est impliqué. La panique qui a traversé les 3 visages a confirmé mes soupçons. Il y avait plus à cette histoire. Eh bien, elles sont réparties sur différents comptes, a marmonné Marc. J'ai continué à pousser, mes instincts de conseillère financière s'activant. Parlons-nous de prêts commerciaux, de prêts personnels, de cartes de crédit? Quoi? Maman est intervenue, essayant clairement de rediriger. Les détails ne sont pas vraiment importants, chérie. Le plus important est d'aider ton frère à se remettre sur pied. Je me souviens de ce que disait toujours grand-mère Marthe à propos des problèmes d'argent, ai-je répondu innocemment. Elle disait « Le diable est dans les détails, et on ne peut pas réparer ce à quoi on ne peut pas faire face. » Honnêtement, la mention de ma grand-mère a fait tressaillir visiblement maman. Il y avait de la culpabilité là, ce qui m'en a dit long. Ce n'est pas strictement que de la dette commerciale, a finalement admis Marc avec un soupçon de défi dans la voix. J'avais besoin d'un endroit pour vivre. Donc, une partie, c'est l'acompte sur mon appartement et le transport pour les réunions avec les clients, donc la voiture. Le reste, c'est, tu sais, les dépenses de la vie pendant que je développais l'entreprise. Appartement de luxe, voiture de sport, dépenses de la vie qui comprenaient apparemment une montre à 5 000 €. Ce n'était pas une dette issue d'une entreprise ratée. C'était du financement de style de vie. Excusez-moi un instant, ai-je dit, me levant de ma chaise. J'ai besoin d'utiliser les toilettes. En m'éloignant, j'ai entendu maman chuchoter frénétiquement. Penses-tu qu'elle va accepter? J'avais besoin d'un moment seul pour traiter ce qui se passait. Alors que je verrouillais la porte de la salle de bain derrière moi, j'ai réalisé avec une clarté douloureuse que mes propres parents voyaient ma responsabilité financière non pas comme quelque chose dont il fallait être fier, mais comme une opportunité à exploiter. Je me suis aspergé le visage d'eau froide dans la salle de bain, essayant de calmer la tempête d'émotions qui menaçait de me submerger. Le miroir renvoyait l'image d'une femme qui semblait composée à l'extérieur tout en s'effondrant à l'intérieur. J'ai pris plusieurs respirations profondes, me souvenant des techniques que ma thérapeute m'avait enseignées pour les moments de crise. En regardant autour de la salle de bain familière, j'ai remarqué de petits signes d'extravagance qui n'étaient pas là lors de ma dernière visite. Un nouveau comptoir en marbre, des serviettes de toilette de marque, du savon coûteux dans un distributeur en cristal. D'où venait cet argent s'ils étaient si préoccupés par les dettes de Marc? J'ai décidé de prendre un risque calculé. Au lieu de retourner immédiatement au salon, je me suis glissée tranquillement dans le couloir vers le bureau de mon père. La porte était entr'ouverte et j'entendais le murmure de ma famille qui discutait encore au salon. Le bureau était méticuleusement organisé comme toujours, mais un dossier laissé bien en vue sur le bureau a attiré mon attention. Situation financière Marc était écrit de la main précise de mon père. Mon cœur battait la chamade. Je l'ai rapidement ouvert. Ce que j'ai trouvé a confirmé mes pires soupçons. Ce n'était pas la première fois qu'il renflouait Marc. Il y avait des enregistrements de prêts précédents totalisant plus de 100 000 € rien qu'au cours des 5 dernières années. Aucun n'avait été remboursé. Il y avait aussi des captures d'écran imprimées des publications de Marc sur les réseaux sociaux montrant des vacances somptueuses en Corse et en Suisse, qui coïncidait mystérieusement avec le moment où il prétendait travailler sans relâche sur son entreprise ratée. Le plus accablant de tous était un courriel imprimé de l'ex-petite amie de Marc, Sarah, daté d'il y a 6 mois, avertissant mes parents que Marc avait un problème de jeu et avait emprunté de l'argent à des gens dangereux. Ils avaient apparemment ignoré ses préoccupations complètement. J'ai rapidement pris des photos des documents les plus importants avec mon téléphone, puis j'ai entendu des pas approcher. J'ai remis le dossier en place et j'ai fait semblant d'examiner les photos de famille sur l'étagère de mon père lorsque ma mère est apparue dans l'embrasure de la porte.
« Louise, que fais-tu ici? » Sa voix contenait une note de suspicion. J'ai souri innocemment. Je regardais juste de vieilles photos. Grand-mère Marthe me manque tellement parfois. Mentionner ma grand-mère a provoqué exactement la réaction que j'attendais. Le visage de maman s'est adouci par la culpabilité et elle m'a ramené vers le salon sans me questionner davantage. Alors que nous marchions, j'ai pris une décision rapide et j'ai chuchoté. « Maman, est-ce que je peux appeler mon amie Clara très rapidement? J'ai promis de lui faire savoir si je serais disponible pour le brunch demain. » Ma mère, impatiente de revenir à la séance de manipulation qu'ils avaient prévue, a hoché la tête d'un air distrait. « Fais vite par contre, ton père veut finaliser les choses ce soir. » Je suis entrée dans mon ancienne chambre, maintenant convertie en chambre d'amis, et j'ai appelé Clara, ma meilleure amie depuis l'université et la seule personne en qui j'avais entièrement confiance. Elle a répondu au deuxième coup de fil. « Lou, tu n'es pas chez tes parents ce soir? » J'ai gardé la voix basse. « Clara, tu ne vas pas croire ce qui se passe. » Ma voix s'est légèrement brisée alors que j'expliquais rapidement la situation. L'indignation de Clara a été immédiate et validante. « Tu plaisantes? Ils essaient de voler ton héritage pour ton frère bon à rien après tout ce que tu m'as raconté sur la façon dont ils le favorisent? » « Je sais, » ai-je chuchoté. « Et j'ai maintenant des preuves qu'il joue et qu'il ment à propos de ses dettes. »« Alors, qu'est-ce que tu vas faire? » a demandé Clara. J'ai pris une profonde inspiration. Je vais les laisser penser que j'y réfléchis pendant que je rassemble plus d'informations. Mais, Clara, il y a quelque chose que je ne leur ai pas encore dit. Quelque chose que grand-mère Marthe et moi avons arrangé avant qu'elle ne meure. Clara a haleté pendant que j'expliquais le reste. « Lou, tu es un génie. Ou ta grand-mère l'était. Incroyable. » Pour la première fois depuis mon arrivée chez mes parents, j'ai souri sincèrement. Je dois y retourner avant qu'ils ne deviennent méfiants. Je t'appelle demain pour les mises à jour. Après avoir raccroché, j'ai pris un moment pour me composer. La douleur de réaliser que ma famille me voyait comme rien de plus qu'une ressource financière était aiguë, mais en dessous, il y avait une détermination d'acier. Je n'étais pas la personne passive qu'ils pensaient clairement que j'étais. Je suis retournée au salon avec une nouvelle résolution, trouvant ma famille exactement comme je les avais laissés. Papa avec un air professionnel, maman anxieuse et Marc essayant, sans succès, de cacher son anticipation. Ils avaient clairement discuté de la meilleure façon de me gérer pendant mon absence. Je pense que je comprends mieux la situation maintenant, ai-je dit, reprenant ma place. Le soulagement sur leur visage a été immédiat. Maman s'est penchée pour me serrer la main. Je savais que tu comprendrais, chérie. La famille doit se serrer les coudes. J'ai hoché la tête lentement. La famille est importante. Grand-mère Marthe me l'a appris. À la mention de ma grand-mère, un éclair de malaise a traversé le visage de mon père, mais il s'est rapidement repris. Ta grand-mère voudrait ce qu'il y a de mieux pour nous tous, a-t-il dit avec assurance. J'ai décidé de jouer le jeu encore un peu. Alors, quelles sont exactement les prochaines étapes ici? Je suppose que vous avez de la paperasse prête. Papa s'est éclairci visiblement. Oui, en fait. Maître Dupont nous a fourni quelques formulaires. Ils n'ont besoin que de ta signature, et puis lorsque la succession sera réglée par le notaire, les fonds iront directement pour payer les obligations de Marc. La manière désinvolte dont il discutait de la redirection de mon héritage m'a encore stupéfiée, mais j'ai maintenu mon sang-froid. Et quand cela se produirait-il? La succession devrait être complète d'ici les prochaines semaines, a expliqué papa. Maître Dupont dit que cela avance sans heurte. Marc, incapable de se contenir plus longtemps, a sauté. C'est un tel soulagement, sœurette. J'ai déjà versé un acompte sur un espace commercial pour ma prochaine entreprise. Ça va être grand cette fois, je le sens. Sa déclaration a confirmé mes soupçons. Il ne prévoyait pas seulement de payer les dettes existantes. Il dépensait déjà de l'argent qu'il n'avait pas, comptant sur mon héritage. « Tu as versé un acompte ?» ai-je demandé, feignant la confusion. « Mais je pensais que tu étais en difficulté financière. » Maman lui a lancé un regard d'avertissement, mais Marc s'est contenté de hausser les épaules. Je devais agir vite sur cette opportunité. Une fois que cette histoire de dette sera réglée, ça repartira sur les rails. Papa a essayé de rediriger la conversation. Peut-être devrions-nous signer ces papiers maintenant que nous sommes tous ensemble. Il a tendu la main vers sa mallette à côté du canapé. C'était le moment. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à ce qui allait arriver. Avant de faire cela,
il y a quelque chose que vous devriez tous savoir, ai-je dit calmement. 3 paires d'yeux se sont fixés sur moi avec des degrés variables d'impatience. J'ai eu une conversation privée avec grand-mère Marthe avant qu'elle ne meure, ai-je continué, au sujet de sa succession et de ses volontés. Papa Montaigne a froncé les sourcils. Quoi qu'elle t'ait dit, le testament est clair. Et en tant qu'exécuteur testamentaire, ta mère et moi, il n'y a pas d'argent dans la succession, ai-je interrompu doucement. L'affirmation est restée suspendue dans l'air pendant un long moment avant que maman ne retrouve la voix. Comment ça, pas d'argent? C'est ridicule. Ta grand-mère était assez aisée? J'ai maintenu le contact visuel avec mon père, qui commençait à avoir l'air nettement mal à l'aise. Coïncidé 6 mois avant de mourir, grand-mère a transféré tous ses actifs majeurs dans une fiducie irrévocable. Le testament que vous êtes si impatient d'exécuter est essentiellement vide. Le visage de Marc s'est déformé de colère. C'est un mensonge, a-t-il explosé. Grand-mère avait de l'argent, elle possédait sa maison, elle avait des placements. Tout dans la fiducie, ai-je confirmé. Maître Dupont l'a aidé à la mettre en place spécifiquement pour empêcher ce que vous essayez de faire en ce moment. L'expression de papa s'est assombrie dangereusement. Tu mens. Nous l'aurions su. Ah bon? Ai-je demandé calmement. Quand est-ce que c'est que l'un de vous a vraiment rendu visite à grand-mère sans lui demander d'argent? Quand avez-vous passé du temps avec elle parce que vous le vouliez et non parce que vous vouliez quelque chose d'elle? Maman a commencé à pleurer, mais j'ai remarqué que les larmes semblaient plus de frustration que de chagrin. C'est tellement injuste, a-t-elle sangloté. Nous sommes ta famille. Cet argent devrait nous aider tous. L'ironie de sa déclaration ne m'a pas échappé. Si je n'avais pas été préparée, ils auraient tout pris sans une seconde pensée, et maintenant il parlait d'injustice. Papa est passé à l'intimidation, sa voix tombant au ton qu'il utilisait lorsque j'étais adolescente dans les ennuis. Louise, quel que soit le jeu auquel tu joues, cela doit cesser immédiatement. Ton frère a besoin de cet argent. Si tu essaies de négocier une partie, dis-le simplement. J'ai failli rire de la façon dont il avait complètement mal compris la situation. Je ne négocie pas. Je vous informe que les actifs auxquels vous essayez d'accéder n'existent pas dans la succession. Ils sont dans une fiducie dont je suis la bénéficiaire. Marc a sauté sur ses pieds. Elle ment. Elle doit mentir. Tu es une égoïste gâtée. Tu as toujours pensé que tu étais meilleure que moi. Marc a haleté maman. Mais il y avait peu de conviction dans son réprimande. Papa a tenté un dernier angle. Si tu exposes cet enregistrement, tu vas détruire cette famille, a-t-il dit gravement. Est-ce ce que tu veux? Je ne suis pas tombée dans le piège de la culpabilité. Je n'ai pas l'intention d'exposer quoi que ce soit à moins que vous ne me forciez la main. Tout ce que je veux, c'est que vous arrêtiez d'essayer de prendre ce qui m'appartient de droit. Maman s'est levée, redressant ses épaules. Ce n'est pas fini, Louise. Il y a des moyens de contourner les fiducies. Nous pouvons contester cela. Je suis restée calme. La fiducie a été établie alors que grand-mère était saine d'esprit, avec une documentation médicale pour le prouver. Elle a été achevée 6 mois avant sa mort. Elle est blindée et Maître Dupont est l'un des meilleurs notaires fiduciaires de la région. Mais par tous les moyens, gaspillez votre argent en frais juridiques pour essayer de la briser. Tu ne fais plus partie de cette famille, a craché Marc, venimeux. Pour autant que je sache, tu es morte pour nous. Les mots m'ont blessée plus que je ne voulais l'admettre, mais j'ai gardé mon expression neutre. C'est ton choix, Marc, mais considère ceci. Je suis la seule personne dans cette pièce qui n'a pas essayé de voler des membres de sa famille. J'ai pris mon sac à main et ma veste, soudain impatiente d'être n'importe où sauf là. Pour ce que ça vaut, j'aurais envisagé de vous aider si vous aviez été honnête et aviez demandé au lieu d'essayer de me manipuler. Mais ce pont était brûlé maintenant. Papa Anpetam a fait une dernière tentative pour bloquer mon chemin vers la porte. « Louise, ne pars pas comme ça. Nous pouvons en parler rationnellement. Je l'ai contourné. Il n'y a plus rien à dire. L'argent est dans la fiducie. Il reste dans la fiducie. Et peut-être qu'un jour, quand vous serez tous prêts à avoir une relation qui ne soit pas basée sur ce que vous pouvez obtenir de moi, nous pourrons en reparler.
En franchissant la porte, j'ai entendu la voix en larmes de ma mère. Que dirons-nous aux gens? Même à ce moment-là, sa préoccupation était pour les apparences, pas pour la relation qu'elle venait de ruiner irrémédiablement. Je suis montée dans ma voiture, les mains tremblantes légèrement tandis que l'adrénaline commençait à retomber. Alors que je m'éloignais de la maison où j'avais grandi, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Tristesse pour ce que j'avais perdu, colère face à leur trahison, mais aussi un sentiment inattendu de libération. Pour la première fois de ma vie, j'étais complètement libre de leur manipulation. Ma grand-mère m'avait donné plus qu'un simple héritage financier. Elle m'avait donné la force de me défendre et la sagesse de reconnaître quand les relations étaient devenues toxiques, même quand ces relations étaient avec la famille. Les semaines qui ont suivi cette confrontation familiale explosive ont été parmi les plus tumultueuses émotionnellement de ma vie. Malgré le fait de savoir que j'avais fait la bonne chose, l'éloignement de ma famille a laissé un vide pour lequel la distance physique ne m'avait pas préparée. Il y a eu des moments où j'ai tout remis en question, me demandant si j'aurais dû trouver un terrain d'entente, un moyen de maintenir les liens familiaux tout en me protégeant. Mais chaque fois que mon téléphone s'illuminait avec un message de mes parents ces premières semaines, ce n'était pas pour s'excuser ou chercher à comprendre. C'était une autre tentative de manipulation. Ton frère est dévasté. Papa a des douleurs thoraciques dues au stress. Comment peux-tu nous faire ça? Chaque message confirmait que j'avais fait le choix nécessaire, aussi douloureux soit-il. Clara est devenue mon roc pendant cette période. Elle a libéré son emploi du temps, le week-end, après la confrontation. Se présentant à ma porte avec de la nourriture réconfortante, du vin et une volonté d'écouter pendant que je traitais tout. Nous étions amis depuis la première année d'université, à l'époque où j'essayais encore de plaire à mes parents tout en établissant mon indépendance. Elle avait été témoin du schéma de comportement de ma famille pendant plus d'une décennie. « Tu as fait ce que tu devais faire, Lou », m'a-t-elle assurée alors que nous étions assises sur mon balcon, regardant le coucher de soleil sur la ligne d'horizon de la ville. Ta grand-mère savait exactement ce qu'elle faisait lorsqu'elle a mis en place cette fiducie. Elle te protégeait parce qu'elle t'aimait. Mais ils sont ma famille, ai-je dit, exprimant le doute qui me tenait éveillée la nuit. Ne sommes-nous pas censés aider la famille quoi qu'il arrive? Clara a secoué la tête fermement. La famille n'essaie pas de te voler. La famille ne favorise pas un enfant tout en exploitant un autre. Ce qu'ils ont fait n'était pas de l'amour. C'était de l'opportunisme. Ces mots étaient durs, mais résonnaient de vérité. Au fil du temps, j'ai commencé à construire ce que les thérapeutes appellent une famille choisie, un réseau de personnes qui se souciaient sincèrement de mon bien-être, sans condition ni attente. Par l'intermédiaire de Maître Dupont, j'ai été surprise de découvrir que je n'étais pas la seule à avoir subi la manipulation financière de ma famille. Ma cousine Sophie, l'équivalent de l'information indirecte reçue de Sam, m'a contactée après avoir entendu parler de notre confrontation, partageant sa propre histoire sur la façon dont mes parents avaient emprunté de l'argent pour le fonds universitaire de Marc et ne l'avaient jamais remboursé. Ma tante Jeanne, la sœur de mon père, dont on m'avait toujours dit qu'elle était éloignée parce qu'elle était difficile, m'a contactée avec une histoire similaire d'exploitation financière. Trouver ces liens a aidé à guérir une partie de l'isolement que je ressentais. Je n'étais pas seule et je n'étais pas folle d'établir des limites. 3 mois après la confrontation, j'ai pris une décision qui honorait l'héritage de ma grand-mère d'une manière qui, je le savais, la rendrait fière. J'ai créé la Fondation Marthe Dubois pour l'alphabétisation financière en utilisant une partie de mon héritage pour créer des programmes éducatifs pour les jeunes adultes. La Fondation s'est concentrée en particulier sur l'enseignement de limites financières saines dans les relations, quelque chose que ma grand-mère avait essayé de m'inculquer dès mon plus jeune âge. En utilisant mes compétences professionnelles de conseillère financière, j'ai développé des programmes qui combinaient la gestion pratique de l'argent avec l'intelligence émotionnelle nécessaire pour reconnaître et résister à la manipulation financière. Chaque fois qu'un étudiant partageait une histoire de l'établissement de limites saines ou de la réalisation de son premier investissement, je sentais la présence et l'approbation de ma grand-mère. Mon parcours de guérison comprenait également une thérapie où j'ai traité le deuil complexe de perdre non seulement ma grand-mère, mais aussi ma famille immédiate. Ma thérapeute m'a aidé à comprendre que la façon dont mes parents me traitaient n'était pas le reflet de ma valeur, mais de leur propre schéma malsain. « Tu ne peux pas les changer », m'a dit le docteur Leroy lors d'une session particulièrement difficile.
Tu ne peux changer que la façon dont tu leur réponds. Et parfois, la réponse la plus saine est la distance. Malgré cette sagesse, 6 mois après notre confrontation, j'ai fait une dernière tentative pour tendre la main à Marc. Non pas avec de l'argent, mais avec quelque chose que je pensais être plus précieux, mon expertise professionnelle. Je lui ai envoyé un courriel lui offrant une consultation financière gratuite pour l'aider à développer un budget durable et un plan de remboursement de la dette. J'ai clairement indiqué que je n'offrais pas de fonds, mais plutôt les outils pour mieux gérer ses propres finances. Sa réponse fut brève et cinglante. À moins que tu n'offres une aide réelle, ne prends plus la peine de me contacter. Tes conseils ne valent rien pour moi. Cet échange, bien que douloureux, a fourni une sorte de clôture. J'avais tendu un rameau d'olivier qui offrait une aide réelle plutôt que de l'indulgence. Et il l'avait rejeté. Je pouvais avancer en sachant que j'avais essayé. Près d'un an après la confrontation, mon téléphone a sonné avec le numéro de mes parents. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à prendre l'appel. Louise. La voix de ma mère semblait en quelque sorte plus petite, moins sûre d'elle que dans mon souvenir. Nous devons parler. La conversation qui a suivi a été révélatrice, bien que pas de la manière que j'aurais pu espérer. Leur situation financière s'était détériorée. La dernière entreprise de Marc avait échoué de manière spectaculaire, les laissant responsables des prêts qu'ils avaient causignés. Ils n'appelaient pas pour s'excuser ou reconstruire notre relation. Ils appelaient parce qu'ils avaient besoin d'argent. « Je sais que nous avons eu nos différends, » a dit maman, évitant soigneusement toute mention de leur tentative de vol, mais nous sommes toujours la famille, et la famille s'aide mutuellement dans les moments difficiles. L'ironie de son utilisation du même langage exact qu'avant ne m'a pas échappé, mais cette fois, j'étais préparée. « Je suis heureuse de vous aider à trouver un bon conseiller financier », ai-je proposé. « Et je peux recommander des ressources pour la gestion de la dette, mais je ne fournirai pas de fonds. » Papa a alors pris le téléphone, son ton oscillant entre colère et gentillesse forcée. « Il ne s'agit pas de conseils, Louise. Nous avons besoin d'aide concrète. Sûrement que cette fiducie a beaucoup à épargner. Je suis restée ferme sur mes limites. Je suis désolée que vous soyez dans cette situation, mais je ne peux pas vous donner d'argent. Cela ne ferait que perpétuer le cycle qui a mené Marc à ce point. » L'appel s'est terminé avec mon père me traitant d'égoïste et de sans-cœur. Des mots qui, autrefois, m'auraient dévastée, mais qui confirmaient simplement que je faisais le bon choix. Aussi difficiles qu'étaient ces expériences, elles m'ont enseigné des leçons sur la famille, l'argent et l'estime de soi qui ont façonné qui je suis aujourd'hui. J'ai appris que la vraie famille soutient votre croissance et respecte vos limites. J'ai appris que l'indépendance financière ne consiste pas seulement à avoir assez d'argent. Il s'agit d'avoir la force de dire non quand c'est nécessaire. Et, plus important encore, j'ai appris que ma valeur n'est pas déterminée par ce que je peux fournir aux autres, mais par l'intégrité avec laquelle je mène ma vie. Ma grand-mère m'a dit un jour, « Parfois, la chose la plus aimante que tu puisses faire est de dire non. » À l'époque, je n'ai pas entièrement compris ce qu'elle voulait dire. Maintenant, oui. Aujourd'hui, je mène une vie qui, je crois, la rendrait fière. La fiducie qu'elle a établie m'a permis non seulement d'assurer mon propre avenir, mais d'aider les autres par le biais de la Fondation. J'ai développé des amitiés profondes et significatives qui fournissent le soutien émotionnel que la famille devrait apporter. Et j'ai appris à définir la famille non par le sang, mais par le respect mutuel et l'affection sincère. À ceux d'entre vous qui regardent et qui pourraient être aux prises avec des situations similaires, rappelez-vous qu'établir des limites n'est pas égoïste, c'est nécessaire. La manipulation financière au sein des familles est plus courante que beaucoup ne le pensent, et la reconnaître est le premier pas pour briser le cycle. Avez-vous déjà dû établir des limites difficiles avec des membres de la famille concernant l'argent? Qu'est-ce qui vous a aidé à rester ferme dans votre décision? Nous serions ravis d'entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur ce bouton. J'aime et vous abonner pour soutenir plus de contenu comme celui-ci. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est normal de se protéger, même de sa famille. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous ce que m'a enseigné ma grand-mère. Votre valeur n'est pas mesurée par ce que vous donnez à ceux qui prennent, mais par les limites que vous fixez pour protéger votre paix.